Le monde du 4x4 est actuellement en pleine évolution. L'augmentation des types de véhicules, le choix de plus en plus important de marques et de modèles et leurs différences nous amènent à une plus grande réflexion avant d'acquérir l'un d'eux. Nous allons sur ce film passer en revue et étudier les différentes méthodes de conduite, les équipements et les utilisations qui s'y rattachent. Trois catégories de véhicules représentent aujourd'hui le marché du 4x4. Tout d'abord les SUV, Sport Utility Vehicle, dont la vocation est essentiellement tout chemin. Certains d'entre eux peuvent toutefois surprendre par leur efficacité en franchissement. Quelques exemples. Les Renault RX4 Essence et Diesel, leaders de la catégorie SUV. Les Toyota RAV4, courts et longs, qui en furent les pionniers. Le Daihatsu Terios, hélas un peu méconnu. Par contre, un grand succès commercial pour les Land Rover Freelander 4 ou 2 portes. Le Mazda Tribute et le Nissan X-Trail, le Hyundai Santa Fe et les Honda CR-V, HR-V 2 et 4 portes. Avec un look plus automobile, les étonnantes Volvo Cross Country, Audi Allroad et Subaru avec son Forester et son Outback. Un SUV de luxe, le Lexus RX 300. Pour conclure, le superbe BMW X5 qui, bien conduit, en surprendra plus d'un en tout terrain. En seconde catégorie, les 4x2 4x4 qui évoluent sur la route en propulsion et qui représentent de loin la majorité du marché. Tout d'abord, les Toyota, Hilux simple ou double cabine, les HZJ 78 et 79. Chez Nissan, le célèbre et efficace Patrol GR, en version courte et longue. Les pick-up Navara en 2 portes et 4 portes, et les Terrano 2 châssis court et châssis long. Les Mitsubishi L200, les Opel Frontera en version sport ou break, le pick-up Mazda B2 5, étrange frère jumeau du Ford Ranger puisque de même origine. La gamme Suzuki de plus en plus riche avec les Samurai, Vitara courts et longs, le Grand Vitara et le sympathique Jimny cab ou tôle vitrée. Les Hyundai au prix si attrayant, 2 portes et 4 portes. Les Isuzu, plus connus en France sous la marque Opel, avec les Trooper, châssis courts et longs, et l'extraordinaire V-Cross, malheureusement non importé. Un grand classique avec la Wrangler de Jeep, ainsi que le Cherokee CRD. Les Kia, Cutback cabriolet, et Sportage 4 portes qui mériteraient une plus grande diffusion. Enfin, le Mercedes G290 TD et les Daewoo Corando, Musso et Rexton. La troisième et dernière catégorie, celle où les constructeurs ont souhaité apporter le maximum de sécurité sur route, les 4x4 permanents. À tout seigneur, tout honneur, pionnier du 4x4 permanent, Land Rover avec son célèbre Range, et ce depuis plusieurs décennies. Le Discovery à l'utilisation si polyvalente, et les Defender 90, 110, 130, aux différentes déclinaisons, fun ou professionnelles. L'incontournable Niva de Lada, humble mais ô combien efficace sur route comme en tout terrain. Les Toyota, KZ90, KZ95 et HDJ 100 à l'indéniable fiabilité. Jeep et ses grands Cherokee, diesel ou gros essence. Les intouchables classe G de Mercedes, avec le cabriolet, les breaks courts et les breaks longs, à l'incroyable efficacité en tout-terrain et au grand confort routier. Les classes ML, aux performances tout-terrain sans cesse améliorées depuis leur arrivée dans la gamme. Enfin, Mitsubishi, spécialiste de la boîte de transfert Super Select, qui peuvent évoluer soit en propulsion, soit en 4x4 permanent. C'est le cas des Pinin, des Pajero courts et des Pajero longs. Alors en 1988, le train avant du Hilux était un essieu rigide avec lame de ressort et moyeu débrayable. Le pont arrière du Hilux ancienne génération est équipé d'un différentiel à glissement limité. Alors de nos jours, le Hilux au niveau du train avant, un train avant triangulé. Les moyeux sont des moyeux fixes avec enclenchement du demi-arbre et désenclenchement par système de demi-arbre fou. Le pont arrière aujourd'hui est équipé d'un différentiel bloquable à 100%, commandable depuis la cabine de pilotage. Le Patrol ancienne génération est équipé de moyeux débrayables, d'un pont rigide et de lames de ressort à l'avant comme à l'arrière. Le pont arrière possède un différentiel à glissement limité. Alors on a ici le Patrol GR dernière génération.
C'est une voiture qui est d'un volume réduit dans le sens de la longueur, puisque là on va utiliser un châssis court, mais qui est par contre un des véhicules les plus larges du marché français. Ce véhicule a par contre, malgré sa largeur, l'avantage d'avoir un excellent rayon de braquage, ce qui fait qu'il est très maniable entre les obstacles. On verra par ailleurs que avoir une voie très élargie comme c'est le cas, ça peut nous avantager sur certains franchissements. Le Patrol GR est lui équipé de moyeux débrayables double fonction, automatiques et manuels. Il possède 2 essieux rigides et il est suspendu sur ressorts hélicoïdaux à l'avant comme à l'arrière. Alors ici sur l'atelier de croisement de pont, on va pouvoir juger des capacités de débattement grâce à la déconnexion de la barre stabilisatrice. Alors ça subit quand même un petit peu ces gros croisements de pont, mais on a une capacité énorme de débattement de la roue qui permet de franchir d'ailleurs un certain nombre de croisements de pont sans avoir à utiliser souvent le blocage de différentiel du pont arrière. Donc on est actuellement sur la position de croisement de pont maximum, malgré le désenclenchement de la barre stabilisatrice. On va donc maintenant stopper les roues. On stoppe les roues, on demande l'enclenchement du blocage de différentiel de pont arrière et on va redémarrer tout doucement, toujours pareil pour ne pas abîmer la transmission, voilà, jusqu'à l'enclenchement. Et on se dégage sans problème. Les essieux avant et arrière du Range Rover sont rigides. Il est suspendu sur des poumons gonflables en lieu et place des ressorts hélicoïdaux du Range classique, ce qui lui permet d'excellents débattements. Cette suspension est à 4 positions de réglage possibles, commandées au tableau de bord. C'est qu'on peut se permettre de remonter les poumons à air de façon à protéger le bas de caisse. On améliore ainsi considérablement l'angle ventral du véhicule. Pour les Defender et Discovery, les essieux avant et arrière rigides conservent les ressorts hélicoïdaux. Toutefois, ils sont doublés sur le train arrière du Defender 130. Optionnellement, certains Discovery sont équipés de la suspension gonflable sur le train arrière uniquement. Une série de véhicules de marques différentes existe aujourd'hui équipés de contrôleurs de traction électronique qui répartissent la puissance sur les 4 roues en cas de perte d'adhérence d'une ou de plusieurs roues. Exemple, le Mercedes Classe ML, le Range Rover, le Daewoo Corando et le Discovery. Optionnellement, le Defender 90 et 110 ainsi que le Freelander. Enfin, le Grand Cherokee est équipé d'un système de contrôle de traction hydraulique appelé Quadra-Drive, qui répartit également la puissance à 25% par roue sur tous les sols glissants. Les 2 dispositifs électroniques et hydrauliques sont automatiques et ne nécessitent aucune commande de la part du conducteur. Ils sont d'une excellente efficacité. Après avoir étudié en salle et sur le papier le concept général des véhicules présents sur le stage, ainsi que les difficultés basiques que nous rencontrons au cours d'une évolution en tout terrain, nous allons les pratiquer atelier par atelier. Au-delà de tout aspect mécanique, la première chose importante lorsqu'on aborde une portion de tout-terrain, c'est la mise en position de conduite adaptée au tout-terrain. Ça va se faire en différentes phases. Alors, tout d'abord, le réglage du siège, que l'on va exagérément avancer vers le pédalier et vers le volant pour obtenir une position des jambes bien pliées et une position des bras fléchis. Pour vérifier que notre réglage est bon, on va débrayer à fond et bien remarquer que notre jambe est encore un petit peu pliée. Surtout, ne pas être jambe trop tendue, puisque quand le véhicule va être dans une pente, le poids du corps qui appuie sur le siège va nous fausser notre réglage et on tétaniserait très vite en cas de besoin de maintien comme ça, ou appuyer au frein ou débrayer. Donc, une fois encore, on avance bien le siège pour être en position débrayée, notre jambe totalement pliée. En deuxième point, c'est le bon positionnement des mains sur le volant. Alors une petite règle simple, on sépare le volant en gros par 2 et on met une main de chaque côté en tenant compte de ces 2 moitiés de volant. Les pouces positionnés sur la jante, jamais enroulés à l'intérieur pour éviter de se blesser en cas de retour rapide de la direction, quel que soit l'endroit où on a posé la main. Pour la même raison, jamais engager les poignets à l'intérieur du volant. Les mains doivent rester toujours à l'extérieur, quelle que soit la manœuvre effectuée. Elles travaillent alternativement
Et surtout, on ne laisse jamais les mains aller trop loin pour ne pas, comme on le voit malheureusement sur la route, les bras croisés comme ça. Nous, en tout terrain, c'est interdit. Alors le troisième élément de cette position de sécurité, c'est la ceinture. La ceinture, on la porte sur la route, on va la porter aussi en tout terrain. On la verrouille. Dès qu'elle est installée, on va prendre la bretelle, on la passe dans notre dos, de façon à pouvoir à tout moment regarder l'alignement de nos roues, par exemple, sans être gêné par cette bretelle. Alors, un élément de la position de conduite qui rejoint la sécurité, c'est de s'entraîner dès le départ à ne jamais rouler avec le pied sur l'embrayage ou en proximité de l'embrayage. On n'hésite pas à utiliser, quand le véhicule en est équipé, le repose-pied ici latéral, ou carrément le pied placé sous la pédale d'embrayage. Simplement pour ne pas être tenté de laisser notre réflexe naturel de route intervenir dans un endroit dangereux, c'est-à-dire immédiatement de débrayer. Donc on se déshabitue, on fait une position qui empêche que trop rapidement on ait tendance à venir débrayer. Donc position ici, sur le repose-pied, ou éventuellement la chaussure plaquée au dos de la pédale d'embrayage. Rouler en première au ralenti nous permet de mesurer la capacité de réduction de chacun des véhicules. L'empattement, la réduction et l'angle de braquage sont les trois paramètres qui vont nous permettre la meilleure maniabilité. On l'écarte bien au départ et on replonge tout de suite. Tout de suite. N'attends pas Lulu, n'attends pas. Serre. Si ça passe très près, c'est pas grave. Il est passé le prochain. Une vitesse de déplacement très lente accompagnée d'une grande rapidité au volant et une recherche de trajectoire tendue nous donne les meilleurs résultats dans les endroits serrés. Les châssis courts sont en général favorisés dans ce type d'exercice. On profite de la réduction, on y va doucement. Allez, on serre à droite, on n'attend pas. Serre. Frôle le piquet, c'est bien, reste serré, ça doit être bon. Tout à gauche. Mais un châssis long possédant un différentiel central libre en position rapport court, ainsi qu'un bon angle de braquage, peut parfaitement rivaliser. Tout d'abord, boîte mécanique. Les méthodes, dans l'ordre. Stopper le véhicule en prise et maintenir une forte pression au frein. Premièrement, contrôler et aligner les roues avant, si nécessaire. Débrayer pour passer la marche arrière et relâcher immédiatement l'embrayage. Lâcher totalement le frein pour appuyer la masse du véhicule sur les compressions moteurs. Remettre en route sans retoucher l'embrayage. Allez, pas trop de gaz. C'est bon. Je mets la marche arrière. Oui. Je lâche mon frein. Oui. Et je démarre. Et voilà. La boîte automatique dans le même cas de figure. Ici, l'exercice est effectué avec un SUV ne possédant pas de boîte de transfert, donc pas de rapport court. On constatera que la boîte automatique nous permet d'évoluer à un rythme et avec une souplesse identique à un véhicule réducté. Si vous êtes d'ailleurs acheteur d'un SUV avec l'idée de faire du TT, toujours l'acquérir avec une boîte automatique. Donc on passe par la phase de ralenti, mais on tient bien sûr le véhicule avec le frein. Et sur la position ralenti, pendant cette position ralentie, eh bien on tient au frein pied gauche et on va ramener le levier de la boîte auto sur la position recul, sur la position marche arrière. D'accord ? Quand il est en position marche arrière et au ralenti, c'est toujours comme s'il était débrayé. Donc on ne peut pas se permettre de lâcher le frein là, parce que si on lâche le frein, il va partir en roue libre. Donc on maintient un petit peu de frein et tout doucement, on met un tout petit peu de régime moteur pour que ça colle le convertisseur de boîte. On ne laisse pas partir quoi qu'il en soit. Voilà. Pour les deux types de boîtes de vitesse, sachez que plus le sol est glissant, plus il faudra effectuer la manœuvre de recul rapidement. Tout d'abord, abordez le dévers à la vitesse la plus lente possible pour éviter tout mouvement de suspension. Roulez à une vitesse linéaire et contrôlez régulièrement le train avant afin que les roues directrices restent toujours parallèles à la pente. Par sécurité, le pied droit doit rester positionné devant la pédale de frein. En cas de dévers important, il est impératif de braquer rapidement les roues vers le bas de la pente pour stabiliser le véhicule.
Sors ta tête pour regarder ta roue. Vers moi, vers moi, vers moi, vers moi, vers moi les roues. Voilà, c'est très bien. Tu redresses. Voilà, et tout à gauche pour pas rouler sur... Ouais, parce que là, Guy nous le pardonnerait pas trop. Voilà, c'est bien, très très bien. Très très bien. Voilà un beau passage. Le Range Rover en évolution sous nos yeux utilise, grâce à une manipulation spécifique, le réglage le plus bas de sa suspension à air, ce qui abaisse considérablement son centre de gravité. Pour les véhicules possédant une réduction moins importante, il est conseillé de freiner légèrement afin d'imposer une vitesse d'évolution plus lente que ne le permet le régime de ralenti. Le dévers en boîte automatique. Tous les conseils sont identiques à la boîte mécanique. La vitesse d'évolution sera régulée en travaillant simultanément le pied gauche au frein et le pied droit à l'accélérateur. Le Patrol GR est très avantagé et sécurisant en passage en dévers grâce à son imposante largeur de voie. Prudence particulière en ce qui concerne un passage en dévers avec un SUV, la boîte mécanique qui impose une vitesse de déplacement plus rapide par l'absence des rapports courts. Regardez, contrôlez l'angle et l'état de la pente par observation à l'extérieur du véhicule. Les roues avant doivent être parfaitement dans l'axe de la descente. Le choix du rapport de la boîte de vitesse s'effectue en fonction de l'adhérence au sol. Plus l'adhérence est forte et plus le rapport de boîte peut être court, première ou deuxième, sur un véhicule très réducté. C'est également le moment de bloquer le différentiel central sur les 4x4 permanents. Il est utile de pratiquer un léger freinage, Petit peu de frein. Le frein. au moment de l'engagement du véhicule dans la descente. Voilà, très bien. Un petit peu de frein. En cas de glisse, accélérez franchement pour redonner l'adhérence aux 4 roues. Avec la boîte automatique, sélectionnez le rapport de boîte comme avec une boîte mécanique, mais avec une plus grande pression au frein pour compenser le temps de réponse du convertisseur. Premier exemple, la descente est effectuée avec ce KZ90 sans blocage sur le pont arrière. Le train arrière retient mal, suivant l'adhérence sous chaque roue. Deuxième descente, effectuée avec blocage. Le blocage du pont arrière permet une meilleure répartition du frein moteur et de ce fait un meilleur contrôle de la masse. Regarde bien tes roues, Et tu ne prends plus l'embrayage, tu le laisses rouler en prise maintenant. Si la descente est courte et qu'elle est suivie d'un virage, une manœuvre sera nécessaire pour débloquer le pont arrière. Là, il vient de s'en aller. Là, il vient de s'en aller. Dans les longues descentes, les contrôleurs automatiques de freinage permettent une vitesse parfaitement linéaire, sans aucune intervention au frein de la part du conducteur, et évitent tout blocage des roues et mise en glisse sur les sols à mauvaise adhérence, terre grasse ou cailloux roulants. Sur le Discovery, le contrôleur de freinage fonctionne sur tous les rapports de la boîte de vitesse, mais uniquement en rapport court. Vous aurez bien compris que la position quelque peu originale de conduite n'est en aucun cas conseillée, mais simplement pour appuyer notre démonstration. Il est à noter que le contrôleur automatique de freinage fonctionne sur le Freelander uniquement sur le premier rapport. On est en première, donc l'allumage est immédiat. Si on demande que le ralentisseur fonctionne alors que le véhicule était non pas en première mais en deuxième, je demande l'enclenchement. Par contre, le témoin clignote. Donc pour être sûr d'avoir mon ralentisseur, je remets bien mon véhicule en premier. Mes pieds là ne travaillent pas du tout. C'est lui qui gère le freinage. Dès qu'on prend un tout petit peu de mouvement, ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'on n'ait pas de boîte courte, il réagit pratiquement comme un véhicule qui aurait une réduction. C'est assez sympa. Dans cet atelier, il faut également aborder doucement le croisement de pont
pour repérer le point de perte d'adhérence de nos deux roues en diagonale. Braquer les roues dans le sens du débattement avant permet parfois d'éviter le recul. Sinon, reculer pour redonner le contact au sol aux quatre roues et redémarrer avec une légère accélération afin d'effacer la difficulté en exploitant l'inertie du véhicule. C'est bon, lâche les gaz et on s'arrête. Et on s'arrête. Très bien. Si vous avez bien regardé, on a eu l'impulsion avant le croisement de pont, la mise en rotation des roues, et quand elle a repris l'adhérence, on était au régime de ralenti. Là, on ne cassera jamais en demi-arbre. On a le même. Là, il prend la piste. C'est bon. Si le véhicule est équipé d'un pont arrière à glissement limité et de forts débattements, il pourra franchir le croisement en souplesse. Si un 4x4 à glissement limité arrête sa progression, on pourra augmenter l'efficacité de ce dernier en bridant légèrement le frein à main. Frein à main. Coute le frein à main. Hop. Serre un petit peu à droite, s'il te plaît. Voilà. En cas d'arrêt total, on appliquera la méthode des reculs et impulsions. Regarde tes roues. Elles sont je vois pas mes roues. Eh ben, sors ta tête. La roupette. Bien, voilà. T'as mis la ceinture là-bas. Oui, je l'ai mis. Comme une impression Oh, oh là là. Doucement. Un petit recul. Dans les maillots auto. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Top. Redresse un peu. Encore un petit poil. Top. Doucement. Ouais, c'est bien. Reste. C'est tout doucement vers nous. Tire du côté droit. Non, va pas trop à droite. Voilà, c'est bien. Très très bien. Alors, on voit nettement qu'à chaque début de patinage, au lieu d'avoir un arrêt total du véhicule, comme ça se passerait avec des ponts classiques, là on est en différentiel à glissement limité, ce qui fait que ça renvoie tout doucement de la puissance sur la roue en appui et ça redonne la progression. On voit grâce au glissement limité, il n'est pas nécessaire de donner une impulsion importante. Ça nous aide quand même à travailler assez en souplesse. Avec toutefois la technique du recul pour ramener les quatre roues au sol et la petite impulsion. On va donner ici une impulsion un petit peu plus vive parce que la voiture est totalement à plat, on n'est pas aidé par la masse. Voilà. On a coupé les gaz un tout petit peu trop tôt et l'impulsion était un tout petit peu timide. Il faut faire la même chose un peu plus vif. Chaque fois, on a un petit temps de réponse, un petit début de patinage, mais encore une fois, il est vite compensé par le glissement limité. Donc le petit recul, l'impulsion. Non. Là, on est en train de voir le passage sans blocage de pont. On voit que ça nécessite de donner un certain nombre d'impulsions qui provoquent certains mouvements assez violents de l'ensemble de la caisse. Donc on va regarder l'ensemble du franchissement en travaillant sans bloc et ensuite on fera le même passage avec blocage verrouillé. Là on est maintenant avec le différentiel de pont arrière bloqué et on va voir avec quelle douceur le fait que les deux roues arrière soient solidaires, on peut passer tout en douceur sans nécessité de petits reculs qui ont toujours pour résultat de jeter légèrement la voiture vers l'avant. Grâce au blocage, là on est au maximum de la douceur de conduite. Surtout sortie de croisement de pont, surtout s'il y a un virage derrière, bien penser à supprimer notre blocage de pont avant d'entamer le virage. On engage le véhicule sans avoir verrouillé le blocage de pont, on peut considérer qu'on a oublié, et on provoque immédiatement la mise en patinage diagonale des deux roues.
On arrête les roues pour une question de sécurité. On demande l'enclenchement du blocage. Et on va remettre très lentement la transmission en mouvement, voilà, pour avoir l'enclenchement et la reprise du franchissement. Surtout, sortie de croisement de pont, surtout s'il y a un virage derrière, bien penser à supprimer notre blocage de pont avant d'entamer le virage. Nous pouvons comparer ici deux véhicules identiques. Le premier équipé de pont standard sans aide à la conduite. Le second possédant un contrôleur électronique de traction, plus communément appelé à tort d'ailleurs, anti-patinage. Ce dispositif s'active automatiquement par une montée de régime souple et continue pendant l'arrêt en croisement de pont total. Laisse-le travailler. Quand il commence à patiner, laisse-le travailler. Regarde comme il va prendre l'appui derrière. Voilà. T'as vu? Recule-le un tout petit poil, Joël. Stop. Voilà. Mets tes roues un tout petit poil vers moi. Et de là, tu lui donnes la petite impulsion. Hop. Voilà, ça c'est nickel, Chrome. Nickel. Un petit peu de gaz. Accélère un peu. N'attends pas. Accélère. Faut pas hésiter. Tu l'accélères gentiment. Franchement, il va sortir. Accélère. Voilà. Et là, avec le transfert de charge, on va être battu. Peut-être sur celui-là. Voilà. Regarde, accélère, Pierre. Ouais, là, quand il accélère, on le sent bien, là, il a accéléré, là, ça passe. Alors que sur un véhicule qui n'a pas l'équipement, Comme le mien, plus tu accélères, pire c'est, ça saute. Petite montée de régime. La petite montée de régime. Pas forte, mais régulière. Pour conclure, en atelier de croisement de pont, la technique de franchissement sur un Discovery boîte automatique équipé également du contrôleur de traction, où une montée de régime régulière active le dispositif et nous efface en douceur la difficulté. Il est important de souligner que le contrôleur de traction s'active automatiquement et seulement pendant les pertes d'adhérence. Les 4 roues étant parfaitement en contact au sol à la sortie des croisements de pont, il est donc désactivé. Aucune manœuvre particulière n'est nécessaire avant d'aborder le virage. La première montée est effectuée avec un véhicule de la catégorie SUV boîte automatique. Dans une montée, et malgré l'absence de boîte de transfert et donc de rapport court, la boîte automatique permet au Freelander un arrêt en pleine pente, suivi d'une reprise de la progression sans aucun problème. Dans une montée importante et longue, tous les changements de régime provoquent immédiatement les pertes d'adhérence. Il est donc indispensable de choisir le bon rapport de boîte de vitesse et un régime moteur parfaitement linéaire jusqu'au sommet. Même un peu le pied des gaz, un petit peu le pied des gaz, Nathalie. Voilà. Si la pente est très raide ou mal adhérente, on utilisera un régime moteur plus élevé, suivi d'une franche levée de régime au sommet pour obtenir le transfert de masse sur l'essieu avant. Bonjour, je vous accueille donc à la Bégude Saint-Pierre, dans le Gard, près du célèbre pont du Gard, un lieu où on démarre le 4x4, où on fait du 4x4 avec des constructeurs, avec des manufacturiers. Nous proposons à partir de la Bégude Saint-Pierre des roadbooks. Ces roadbooks vont sur des terrains qui sont 4x4 et on participe vraiment à beaucoup de choses sur la région, des promenades, du terrain 4x4 sans aucun problème. Et donc bien sûr, après toutes ces journées, la Bégude Saint-Pierre propose la bonne chère, propose la piscine pour pouvoir se reposer après des dures journées de 4x4 dans notre région. En cas de roulage en colonne, il est plutôt conseillé de rouler dans les traces damées par la voiture d'ouverture. Ceci, bien entendu, en fonction de la profondeur des ornières. Dans un relief en sable, un rythme régulier mais pas trop rapide est préférable afin de maintenir le véhicule dans la bonne trajectoire. Tous les mouvements trop lents ou saccadés auront tendance à provoquer des effets de masse parasites.
Un roulage rapide oblige le conducteur à beaucoup de lecture de terrain, les bosses et les trous étant peu visibles dans du sable. Des passages trop rapides peuvent provoquer des pannes mécaniques irrémédiables. Au cours des virages dans le sable mou, il est préférable d'effectuer des trajectoires très élargies afin d'éviter une trop grande contrainte liée à la différence de cheminement des deux essieux. Également dans le sable mou, les rapports courts permettent de maintenir un bon couple moteur aux roues et facilitent la sélection des rapports de la boîte de vitesse. Évoluer au contraire sur les rapports longs peut dans certains cas nous tenter de manœuvrer à l'embrayage. L'échauffement de ce dernier est dans ce cas quasiment garanti. Aux abords de reliefs sablonneux, et quelle que soit la puissance de notre véhicule, il faut impérativement accompagner le sens de la pente pour favoriser la continuité du cheminement. Sur ce type de sol, il faut faire abstraction de tout pneumatique cramponné. Le moindre patinage excessif creuserait sous les roues et vous poserait immédiatement sur les ponts ou le châssis. En cas de plantage, notre premier réflexe sera souvent de chercher à déplanter dans le sens du parcours que nous étions en train d'effectuer. Si la portion de piste est montante, la réussite est peu garantie. Il est même possible de poser le véhicule tracteur. Doucement. C'est bon. Il est donc préférable d'utiliser cette fois encore le sens de la pente afin d'augmenter l'efficacité de la manœuvre. En cas de baisse de pression des pneumatiques, pour améliorer la portance, il est important de réduire la vitesse en virage, surtout s'il s'agit de pneumatiques tubeless, et de regonfler dès le retour de piste dure pour éviter tout risque de déjantage. Nous sommes au centre Centaure de Ventabren, où les pistes inondées simulent étrangement les comportements sur route enneigée. Alors Centaure, c'est un laboratoire où on va faire vivre des situations d'accident de façon à ce que chacun découvre son comportement lors de situations à risque. Par exemple, une vitesse excessive dans un virage, ça peut être un dépassement hasardeux, un éclatement de pneumatique ou un choc latéral, un véhicule qui nous percute. Donc on va recréer ces situations sur nos plateaux d'exercice de façon à ce que les gens trouvent une parade et surtout qu'ils évitent de vivre ça sur la route. On n'est pas du tout un centre où on va apprendre à rattraper un véhicule, où on va apprendre à passer un virage plus vite, mais plutôt on va essayer de mieux connaître nos propres réactions et surtout nos limites, et les limites de nos véhicules, bien entendu. Le Trooper est équipé de pneumatiques tout-terrain assez soft. Premier test, la tenue en virage. Le Trooper en pneus tout-terrain, fort chargé et en 2 roues motrices, décroche du train arrière dès la levée du régime moteur. Le Trooper, en 4 roues motrices, retrouve immédiatement un comportement beaucoup plus stable, malgré de puissantes levées de régime au cours du virage. Chaussé de pneumatiques routiers, le Freelander 4x4 permanent, bien que superchargé et sur différentes approches du virage, n'a jamais quitté la trajectoire choisie. Le Trooper en 2 roues motrices,
subit l'éclatement du pneu, puis décroche en fin de test d'évitement. Voilà, je vois que ça va être glissant, je vais mettre en 4 roues motrices. Le trooper, en 4 roues motrices, après avoir subi l'éclatement du pneu ou choc latéral, réussit le test d'évitement jusqu'au freinage final. Le Freelander, 4x4 permanent, réagit parfaitement à l'effet d'éclatement de pneus ou percussion latérale. Le très bon comportement d'un 4x2 4x4 en position 4 roues motrices rapport long, ainsi que celui d'un 4x4 permanent, peuvent nous amener à une trop grande confiance en nous. Les tests de freinage nous rappelleront que si la motricité peut rester correcte malgré un sol extrêmement glissant, il sera très difficile, si ce n'est impossible, de stopper la masse du véhicule en cas d'obstruction de la chaussée. La conclusion serait que malgré les 4 roues motrices et l'ABS, impossible de s'arrêter. À l'occasion du stage, on a donc parlé de concept de véhicule, de conduite de véhicule. Et puis, il fallait bien parler d'orientation, puisqu'ils sont faits pour aller se promener un peu partout, ces véhicules. Alors pour ce faire, on a invité Sébastien, qui est le spécialiste en la matière, et qui va pouvoir nous parler un petit peu des produits modernes pour s'orienter. Alors Sébastien, le système GPS, qu'est-ce que c'est ? Le système GPS est un système composé d'une constellation de satellites et qui permet au moyen d'un récepteur GPS de connaître sa position avec une très grande précision. Il existe plusieurs types de GPS. Nous en avons ici plusieurs. Le premier a une vocation randonnée, le second également, avec une petite variante vers la navigation maritime. Et le suivant qui a pour vocation le 4x4 et également le bateau. Alors quelle peut être l'utilité au cours d'une randonnée 4x4 par exemple ? Alors en fait l'utilité première est de se localiser avec grande précision, de prendre cette position et de la rapporter sur une carte. La deuxième utilité étant de définir au préalable un certain nombre de points, de les enregistrer dans le GPS et ensuite de demander à ce GPS de nous guider pour nous reprendre d'un point à un autre. Alors Sébastien, est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle carte ? En principe, il vaut mieux utiliser une carte compatible GPS qui, elle, est graduée en une unité qui s'appelle l'UTM, qui est une unité métrique. Pour reporter une position d'un GPS sur une carte ou un 25 millième IGN, c'est relativement simple. Il suffit de lire sur l'écran du GPS les indications. Nous avons ici 31T, cela correspond à un grand carré dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas l'information la plus intéressante pour le moment, mais les deux séries de nombres qui suivent. On commencera par prendre les 4 premiers chiffres, 0620, que l'on va reporter sur la carte, échelle horizontale. Nous avons ici GPS 620. Ça va nous donner notre premier axe. Ensuite, nous allons prendre les 4 chiffres 5107 qui se trouvent juste en dessous et les reporter sur l'axe ici. Et en suivant ces deux axes, nous allons pouvoir en déduire notre emplacement. Nous allons donc nous trouver ici dans ce carré, qui est un carré qui fait 4 cm de côté, un côté faisant 1 km. Les 3 derniers chiffres indiqués sur le GPS sont exprimés en mètres. Il faudra les reporter à l'intérieur du carré de la carte au 1/25 millième. Il faudra, pour les reporter, multiplier ces chiffres par 4 et ensuite les diviser par 100 afin d'obtenir des millimètres qu'on reportera à l'intérieur du carré. On vient de partir pour cette petite randonnée et on va s'orienter
avec notre roadbook classique, donc qui nous donne les informations de case en case, avec des distances partielles d'un côté et le total cumulé de l'autre côté. Donc là on est bon, là on est parti, notre première paire est à peu près dans 300 mètres. Hein. On est sur une petite voie pour l'instant. Okay, là on est donc bientôt dans la distance, c'est bon, tu vois, il y avait le repère, l'état de bois et tout, donc c'est bien. Donc on continue tout droit. Là si tu peux remettre le journalier à 0 pour qu'on ait le repère de distance. Voilà, impeccable. Donc là, normalement, prochaine case, on doit avoir 500 mètres. On rencontre une route plus importante. Et on a une intermédiaire. On devrait croiser une piste un petit peu plus tôt. On devrait croiser une piste. Ça nous vérifiera qu'on est sur la bonne route. Bon, c'est bon, arrête, top, tu peux t'arrêter. Ah ouais, tu vois, ça correspond. C'est bien le carrefour, la piste qu'ils indiquaient. Ok, bah donc on doit trouver normalement le carrefour goudronné pas très loin. Ça marche. Donc encore, avance encore un peu, oui. Là c'est bon, arrête-toi. Ah, attends, là pour la direction, il y a une prise de cap. Bon, je jette un œil 2 minutes. Je vais me mettre juste à côté de la voiture rapidement. Normalement c'est un 220, on va voir si c'est bon. Alors, on s'écarte toujours de la masse métallique de la voiture hein, pour pas avoir d'interférence. Donc on l'aligne sur le nord, ouais, il n'y a pas de souci. Ils annoncent 220, mais 200, 220, non, c'est bon. C'est le bon, c'est bien ça. Tu vois, c'est bien ça, 220. Donc on va prendre vers la gauche et on devrait trouver un petit chemin, mais c'est assez proche. Ouais, hein, à droite. Non, c'est bon, à droite, il n'y a rien, tranquille. Tu vas doucement parce qu'il devrait être très très près. Ah ouais, regarde, ils indiquaient une borne VTT avec, ça doit être ça, je vérifie. Ouais, tu vois, c'était court, il met 100 mètres, c'est là. Il disait 100 mètres, ça fait court, c'est celui-là. Il y a à peine 100 mètres, mais enfin bon, c'est pas mal. Sur la terre, bon, comme on rentre en terre, on s'avance un petit peu, puis on va se passer en courte, on n'oublie pas. Voilà. Alors maintenant, nous allons continuer notre roadbook, mais c'est Sébastien qui m'a remplacé, et à la place du roadbook traditionnel et de la bonne vieille boussole, eh bien, on va travailler avec le matériel moderne qu'il connaît si bien. Nous avons installé un GPS à bord de notre véhicule. Celui-ci reçoit actuellement un certain nombre de satellites et nous allons pouvoir déterminer notre position avec précision. Voici les satellites que nous recevons, ainsi que la force des signaux. Nous avons ici notre position graduée en UTM. Grâce à ces coordonnées, nous pouvons maintenant nous situer sur une carte d'état-major. Celle-ci est graduée au 1/25 millième et nous nous situons ici. Nous avons rentré les coordonnées de notre destination, à savoir le mont Soubran, dans le GPS et allons maintenant nous diriger dans sa direction. Le GPS nous indique actuellement de tourner à droite. Nous allons donc y aller. Maintenant, il nous redonne la bonne direction. Nous arrivons actuellement sur une route départementale. Le GPS nous indique maintenant de tourner sur notre gauche. Mais voilà, la flèche indique d'aller à gauche, c'est bon, on va reprendre exactement le cap indiqué avant de tirer à droite, c'est parfait. La flèche qui tourne en même temps que dans le virage, c'est hyper génial là. La quantité d'accessoires proposés sur le marché est en constante augmentation et devient des plus variés. Le plaisir d'équiper un véhicule peut se comprendre, y compris sur des modèles ayant une vocation tout-terrain limitée. Le look et la solidité peuvent parfois faire bon ménage. Des systèmes porte-tout efficaces pour une utilisation plus fun. Certains marchepieds se prennent même pour des protège-bas de caisse.
Les constructeurs proposent parfois des accessoires qui ne manquent pas d'allure. Des hardtops de tout style, les uns pour un confort hivernal et les autres pour sécuriser le matériel transporté. Pour le raid, il est intéressant de s'équiper de push-bars de haute protection, certains même incluant les pare-chocs renforcés. De véritables protège-bas de caisse ne sont pas superflus. Les galeries pouvant supporter de lourdes charges doivent être d'une excellente qualité, surtout au niveau des pattes de fixation. Il n'est pas inutile qu'elles soient équipées de pattes support pour phare additionnel. Les schnorkels, quel que soit le modèle, éviteront les risques d'entrée de poussière ou d'eau à l'admission moteur. Les suspensions surélevées à fort débattement pour le franchissement et renforcées pour la piste sont un des éléments clés de la réussite de vos sorties en tout-terrain. Pour de longues étapes désertiques, bien pensez aux réservoirs supplémentaires. Pour l'orientation, l'idéal est l'appairage d'un tripmaster et d'un GPS. Des sièges de qualité vous mèneront dans un meilleur état à votre bivouac. Veillez à un bon aménagement intérieur de votre véhicule. Pour un meilleur confort à l'étape, vous pourrez trouver différents modèles de tentes de toit. Afin de profiter d'un grand confort, il vous faudra accepter de baisser quelque peu la moyenne horaire. En premier, manille et sangle de tout modèle qui seront bien utiles en cas de plantage. Deuxièmement, un compresseur d'air portatif ou fixe, un bon cricker, un cricky light, les plaques de désensablage. Une ancre pour remplacer l'absence de point d'ancrage pour utiliser votre treuil. Alors, il est clair qu'en tout terrain, le pneumatique est un élément déterminant pour la réussite des bons franchissements. Et nous avons de ce fait choisi de venir faire équiper les véhicules du stage sur un centre Vulco. Et nous sommes accueillis par monsieur Joël Lefebvre. Joël, en deux mots, Vulco, qu'est-ce que c'est? Vulco, depuis 1996, c'est 280 points de vente, intégrant la distribution du pneumatique, poids lourd, tourisme, moto, ainsi que la réparation rapide de l'automobile. Et alors vous diffusez par le biais d'un grand réseau? Oui, d'un grand réseau, et nous distribuons absolument toutes les marques pneumatiques, ainsi que tous les accessoires. Et Vulco, par l'intermédiaire de gens chez nous qui sont vraiment passionnés par le 4x4 ou le tuning, puisqu'on fait également le tuning, eh bien, nous avons décidé de spécialiser plusieurs agences en France qui nous permettent de distribuer ces produits. Alors tous les produits 4x4, pneumatiques, grandes marques, Goodyear, Dunlop, Blackstar, ainsi que toutes les parties accessoires. Ça aussi bien au niveau du 4x4, mais également au niveau du particulier pour son véhicule de tourisme. Bon, alors tu me dis accessoires 4x4, mais ça peut aller jusqu'où alors dans le type d'accessoire? Accessoires 4x4, on peut passer par le treuil, par les réhausses, les amortisseurs, les lames de ressort, le freinage, tout ce qui est spécifique au 4x4. D'accord, donc vous êtes des spécialistes du pneumatique, Spécialistes pneumatiques, mais et vous avez des spécialistes de l'accessoire dans ce domaine, avec de la main-d'œuvre qualifiée, formée pour ça, formée au produit, et toutes les informations venant de nos fournisseurs. Eh bien, nous allons maintenant partir sur le terrain afin de mesurer l'efficacité et les réactions des différents profils. Alors, les véhicules 4x4 étant de plus en plus polyvalents, eh bien, les montes pneumatiques le sont également, étant donné que vous allez utiliser certains pneumatiques pour un déplacement routier, certains pneumatiques pour un déplacement randonnée tout-terrain, d'autres pour du trial, voire du trial extrême. Et nous avons réuni ici un panel de pneus qui correspondent à chacune de ces utilisations. Et comme en toute logique, pour aller chercher une évolution tout-terrain, on passe par la route, eh bien, on va commencer par les pneus de route. Alors devant nous ici, nous avons un Wrangler de la maison Goodyear qui est à la base, Joël, un pneu routier. Tout à fait. Le HP, le Wrangler de chez Goodyear, a une utilisation essentiellement route et autoroute, avec une bonne stabilité, une bonne usure au kilomètre et un confort de conduite maximum. Oui, étant donné son faible cramponnage au niveau du profil, oui, on pourrait éventuellement aller dans du sable également. Oui, donc toujours dans la catégorie des pneumatiques très routiers, et une évolution même assez récente en termes de pneus routiers. Et bien là, c'est ici le Blackstar Speedway, qui est vraiment typiquement le pneumatique adapté pour tous les 4x4 polyvalents et puissants, puisque maintenant ce sont des pneus qui peuvent
atteindre enfin, des vitesses assez importantes, Joël. Oui, bien sûr, en indice H, vous avez un profil ici qui peut atteindre jusqu'à 210 km/h. La fourchette sur des pneus de ce type, les différents indices. Il faut aller de 140 à 160, disons 160 à 210 km/h. Et une particularité sur ces pneus, nous avons également un sens de rotation de montage qui est très important et qu'il faut respecter absolument. On peut aussi, je crois, rappeler que si celui-ci, je dirais, a quelque part la sagesse d'être annoncé sur son flanc, il n'est pas le seul concerné. Non, tout à fait. Plusieurs marques sont concernées. Et maintenant, la technologie du pneumatique étant tellement élevée que tous les pneus sont repérés avec un sens de rotation en grande majorité. Alors, il est important, si vous faites un transfert de pneumatique, de bien respecter les côtés. Vous avez 2 pneus droits, 2 pneus gauche. Il suffit de les permuter droite avant-arrière et gauche avant-arrière, mais jamais les croiser. C'est très important. Alors, continuons dans l'ordre chronologique d'importance de cramponnage. Nous arrivons maintenant au Blackstar Broadway, qui, s'il a une définition de la part de son fabricant qui est routière, la bande de roulement, je dirais, commence à s'orienter un peu tout terrain. Tout à fait, tout terrain, avec des capacités surprenantes et aussi un respect pour la nature qui est très important. Il attaque doucement et évite de détruire les chemins et est très apprécié par les randonneurs qui quelquefois nous suivent. C'est un pneumatique qui peut s'utiliser à quelle vitesse? C'est une vitesse qui peut aller de l'ordre de 160 km/h à 180 km/h. Voilà. Et bon, respectez bien ces vitesses parce que c'est quand même des pneus spéciaux qui sont faits pour être respectés au niveau des limitations inscrites sur le plan du pneumatique. Une chose également, que tous les pneumatiques que nous sommes en train de prendre en revue sont fabriqués dans plusieurs dimensions, dans plusieurs indices de vitesse et d'indices de charge. Il y a une diversification qui permet à tout le monde de pouvoir faire du tout-terrain aujourd'hui. Alors nous sommes toujours et encore dans un profil de pneumatique très utilisé sur la route, ici avec ce Michelin XPC. Et ce qui est assez logique dans l'équipement, vu le type de véhicule que nous avons sous les yeux. Donc pneus route, mais malgré tout, très bon pneu neige. Et là, on est tout à fait dans la logique même, vu le véhicule sur lequel il est équipé. Mais c'est un pneumatique qui peut être utilisé un petit peu de façon différente, voire on rentre un peu dans le... Oui, on peut rentrer un peu dans le tout-chemin, il n'y a pas de problème. Ce véhicule, de toute façon, ne fera pas des franchissements vu sa hauteur et pas spécifiquement étudié pour ça. Mais les capacités du pneumatique vont tout à fait bien avec le véhicule. On peut attaquer un petit peu la boue sans trop s'enliser, faire de la route sans problème. On a un indice de vitesse assez élevé. Un indice H, donc des vitesses plus de 200 km/h, et puis un pneu spécifique aussi pour la neige qui débourre bien le gras de la neige, etc. Et puis l'eau, les évacuations importantes. Alors avec le Wrangler ATR de Goodyear ici présent, on arrive maintenant sur un pneu qui est quand même beaucoup plus orienté tout-terrain. Un petit repère d'ailleurs, c'est le côté bande de roulement relativement étroite et hauteur de flanc un peu plus haute. On s'oriente là par ce type global de profil et surtout de forme de pneumatique vers l'idéal au niveau tout-terrain. Oui, tout à fait. Il a un très bon comportement routier, j'ajouterais, et il commence déjà au niveau du tout-terrain à avoir une tenue parfaite. Ce pneumatique existe également en plusieurs dimensions et en plusieurs indices de vitesse qui nous permettent d'aller de 160 à 190 km/h. On est sur un pneu d'ailleurs qui est assez typique d'une évolution du marché 4x4 d'aujourd'hui, c'est-à-dire des véhicules qui ont de grandes capacités de franchissement, mais qui peuvent avoir besoin de se déplacer à vitesse élevée sur des portions routières. Je pense que c'en est tout à fait l'image. Ça évite aujourd'hui d'avoir une série de 4 jantes supplémentaires avec un pneu tout-terrain et 4 pneus essentiellement en route. C'est un gain de temps et un gain d'argent également. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, on va conclure cette présentation très partielle. Bien entendu, étant donné l'énorme panel de pneumatiques qu'il existe sur le marché tout-terrain aujourd'hui, par 2 pneus qui sont vraiment très adaptés à la pratique hors goudron. En premier lieu, le Blackstar Venezuela. Oui, le Venezuela, qui est le cousin germain du Guyane, que l'on a vu tout à l'heure, mais qui a une particularité supplémentaire. Celui-ci peut franchir des rocailles sans difficulté. Par contre, il a un indice de vitesse beaucoup moins performant, bien entendu.
Bon, et c'est un petit peu le cas lorsqu'on va justement vers ces pneus à vocation, quand on voit des bandes de roulement comme celle-ci, on se doute bien que ce n'est pas le pneu idéal pour aller faire de l'autoroute. Donc on descend globalement un peu les vitesses acceptables au niveau sécurité. Par contre, on est au cœur, effectivement, là c'est le Black Star Cross, hein, on est vraiment au cœur du pneumatique très agressif. Alors, à savoir tout de même qu'un petit peu à l'inverse de ce que l'on disait tout à l'heure pour le Broadway que tu as dit, Joël, en parlant de la nature. Oui. Hein, je crois qu'on peut... Par contre, si vous voulez abîmer énormément, vous ne pouvez pas hésiter, prenez celui-là. Ouais, ça nécessitera évidemment... Faites attention où vous le faites, et puis vraiment il est uniquement fait pour passer des passages vraiment très difficiles et très boueux. Et on pourrait dire sur des sites qui sont vraiment prévus très accidentés, à cette pratique voilà, surtout. Après avoir étudié, décomposé et appris à maîtriser au mieux le concept des véhicules, nous allons pouvoir mettre en application tous ces conseils sur une randonnée touristique et familiale au cœur d'une très belle région de France. Bienvenue dans notre petit village de Marchand, petit village de 360 habitants, situé en limite Beaujolais viticole et Beaujolais des sapins. Notre village a une renommée sportive, tant par la course de côte qui est organisée tous les ans et qui est en championnat de France de la montagne, mais aussi par la pratique de sport VTT, vélo tout-terrain et randonnée pédestre ou équestre, mais aussi randonnée, pourquoi pas, 4x4 et moto, si tant est que les uns et les autres se respectent mutuellement, ce qui est la moindre des choses. Dès l'entrée sur la piste, la mise en courte est immédiate afin de limiter notre vitesse de roulage, pour préserver à la fois les véhicules, la nature et bien évidemment l'image du 4x4. À chaque difficulté, même mineure, il faut se laisser de la distance afin de pouvoir lire le terrain et positionner les roues pour une meilleure réussite. Au détour d'un chemin, et malgré les reconnaissances préalablement effectuées, une surprise peut toujours nous attendre. Ici, un arbre abattu par la tempête stoppe notre progression. Il est donc important d'être équipé d'un matériel léger qui pourra nous aider à rapidement solutionner notre problème. Une coupe rapide grâce à la tronçonneuse. N'oubliez pas de prendre vos lunettes. Avec le treuil et la poulie de renvoi, il nous sera possible de déplacer le tronc sur le bord du chemin. En fin de manœuvre, bien prendre le temps d'enrouler proprement le cap du treuil. Doucement, encore un peu. Hop, c'est bon. Et c'est tout bon. Attention de ne pas oublier du matériel sur place, manille, sangle ou commande de treuil. Il faut toujours se méfier des passages apparemment simples.
Ici, un revêtement rocheux rendu glissant par l'apport de terre des autres véhicules provoque une dérive involontaire. Heureusement, il n'y avait pas d'arbres en proximité. Sur ce type de randonnée, les SUV peuvent parfaitement tirer leur épingle du jeu. Au pilote d'être vigilant, étant donné la garde au sol limitée et l'absence de réducteur. De ces balades touristiques et familiales, le moment de pause apprécié par tous au milieu d'un aussi joli paysage. Lorsque l'on aborde des ornières grasses, après en avoir vérifié la profondeur, il est préférable de ne pas chercher à passer à cheval, pour éviter toute dérive involontaire du véhicule. Attention à bien surveiller que les roues sont dans l'axe des ornières. Dans une montée, la voiture d'ouverture rencontre une marche mal placée dans un virage à très mauvaise adhérence. Pour ne pas détériorer la piste, l'ouvreur décide de céder de son treuil. C'est l'occasion de réviser les gestes clés d'un treuillage. Tout d'abord la sécurité. Portez impérativement des gants. Installez autour de l'arbre, qui servira de point d'ancrage, une sangle courte et large, afin de ne pas en détériorer l'écorce. La manille sera mise en place et redesserrée d'un tour pour éviter son blocage pendant l'effort de traction.
Ce treuillage s'effectue en direct. Il est indispensable de poser sur le câble une sangle, une élingue ou même un vêtement afin d'éviter tout effet de fouet en cas de rupture du point d'ancrage. Il est conseillé de maintenir un régime moteur légèrement élevé pour compenser l'énergie demandée à la batterie pendant les feux. Sur le même passage, une voiture du groupe est à son tour en difficulté d'adhérence. L'ouvreur, après un demi-tour, va l'aider en le treuillant dans l'axe de la pente grâce à une poulie de renvoi. À toi, Lulu. Et roue vers moi. Il n'est pas nécessaire d'accélérer la rotation des roues sur la voiture treuillée. Le treuil suffit. Voilà, c'est très bien ça, c'est très bien. La dernière voiture risque de glisser au creux de la marche positionnée à l'intérieur du virage. Gêné par les véhicules de la colonne, le 4x4 d'assistance emprunte une piste dérobée et va aider au passage du participant en toute sécurité grâce à un treuillage réalisé par l'arrière, avec 2 poulies de renvoi. Si le véhicule tracté aide au mouvement, cela doit se faire avec un minimum de régime et sans aucun patinage. Des épines noires ont rétréci le chemin. Prenons le temps de les tailler. Aucun intérêt de rayer inutilement les côtés des véhicules. Imprégné par l'ambiance de cette nature superbe et sauvage, l'étape qui s'effectue dans un gîte de montagne sera la bienvenue. Nous arrivons à l'Évasion Beaujolaise, un nom bien choisi. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'Évasion Beaujolaise? L'Évasion Beaujolaise, c'est le premier centre VTT en France qui a ouvert en 1990
avec 180 km de pistes balisées, un restaurant, des salles de séminaire, des gîtes. Ici, au niveau hébergement, tu peux recevoir des groupes Oui, on peut recevoir environ 34-36 personnes en hébergement sur un week-end, sur une semaine, pendant les vacances. Tu n'es pas en exclusivité accueil Non, vélo. On accueille toutes sortes de publics, on peut accueillir des véhicules tout-terrain, des chevaux, des pédestres, on a un GR qui passe à côté, il y a des pistes adaptées moto, quad, tout loisir vert. Si notre randonnée s'effectue en colonne, bien garder des distances correspondront aux endroits rencontrés. Que chacun surveille son suivant en gardant en mémoire que c'est toujours le dernier véhicule qui doit donner le rythme de roulage. Une détérioration importante du parcours nous impose soudainement de quitter le chemin principal au profit d'une piste oubliée. Cette fois encore, nous sommes bien heureux d'avoir à bord de la voiture d'ouverture du matériel léger pour nettoyer rapidement ce court passage d'ordinaire peu emprunté. Avoir l'autorisation d'évoluer en 4x4 dans de tels paysages est un réel privilège. Sans vouloir être moraliste, ayons ensemble une sagesse de comportement qui nous permettra de pouvoir en profiter longtemps. Pas de vitesse excessive, de levée de poussière intempestive, un petit sourire amical aux personnes rencontrées sur les pistes et un réel respect de la nature en sont certainement les conditions de base. Bref, faisons tous ensemble du tout-terrain propre. Alors au retour de la randonnée, bien sûr, le véhicule a été quelque peu crotté. On va donc maintenant vous donner quelques petits conseils pour le remettre en configuration routière. Donc au départ, on va commencer par faire un brouillard assez fin qui permet de ramollir la boue qui a séché au cours de notre randonnée. Alors après avoir ramolli la boue, évidemment l'élément important pour éviter de reprendre la route avec beaucoup de balourd au niveau des roues, puisque cette boue va avoir tendance à déséquilibrer l'équilibrage normal de la roue. On insiste pour enlever tous les points de terre, le moindre poids pouvant vous provoquer des mouvements de chimie dans le volant, des mouvements désagréables et qui peuvent aussi d'ailleurs provoquer certains desserrements sur le véhicule. Et bien sûr les dangers en ce qui concerne la sécurité routière. Donc on insiste, il ne faut pas hésiter à se baisser, à bien vérifier que dans la partie haute d'une roue comme ça, il peut se trouver des petits paquets de terre. Et ne vous y trompez pas, même une toute petite quantité de terre peut vous déséquilibrer rapidement votre roue. Alors une des raisons sécurité du nettoyage, eh bien, c'est aussi de se permettre d'avoir les optiques de phare, les clignotants, voir la plaque d'immatriculation également. Là, c'est plutôt juridique, mais bien penser à nettoyer tous ces éléments avant de repartir sur la route. On a nettoyé la calandre et c'est vrai qu'on pourrait un petit peu se faire piéger parce qu'esthétiquement, on a l'impression que l'avant du véhicule est propre. Mais il va falloir d'ailleurs rester avec notre jet en position non puissant, je dirais, avec ce jet très vaporisant, pour aller maintenant nettoyer, pensez-y bien, le nid d'abeilles de votre radiateur. Surtout, si jamais vous vous apercevez qu'il est un petit peu comblé par la terre, n'ayez pas le réflexe, et je dirais le mauvais réflexe,
de mettre le jet puissant qui risque de vous plier, de vous écraser les ailettes du nid d'abeilles de radiateur. Donc vous restez impérativement sur cette position très vaporisante. Même si vous passez un petit peu plus de temps pour arriver à bien nettoyer ce radiateur, vous éviterez tout problème mécanique par la suite, voire de surchauffe, puisque les ailettes éclatées pliées sur un radiateur peuvent pénaliser le bon fonctionnement et le bon refroidissement. Alors les problèmes d'équilibrage sur une roue sont importants. Au nettoyage, on va enlever évidemment la boue vue de l'extérieur, mais on peut être surpris au démontage et s'apercevoir qu'une quantité de boue importante est logée à l'intérieur de la jante. On risque évidemment le même problème de déséquilibrage. L'intérêt de démonter la roue, c'est également de pouvoir accéder facilement aux organes mécaniques qui se trouvent dissimulés derrière elle. Et on peut trouver nos étriers de frein, les rotules de direction, enfin un certain nombre d'éléments mécaniques, les disques de frein qui sont eux aussi recouverts de boue, voire qui retiennent des petits cailloux qui peuvent provoquer des bruits mécaniques désagréables. Donc maintenant que la roue est démontée, on va pouvoir faire un nettoyage impeccable des organes mécaniques. Alors à l'inverse du radiateur, ici on a basculé le nettoyeur en position dite jet crayon, de manière à avoir une puissance beaucoup plus forte en sortie de la lance et pouvoir pénétrer dans les organes mécaniques qui, eux, sont solides, hein, ne craignent pas de recevoir cette forte pression. Et ça nous permet d'aller nettoyer à cœur l'élément mécanique. Comme un grattoir un peu, ça gratte la terre. Finition plus souple avec le repassage de notre lance en jet large, qui peut parfaitement suffire pour les nettoyages de passage d'aile. Avant de remonter la roue, hein, dernier nettoyage pour éviter, on insiste un peu, mais les problèmes de déséquilibrage. Alors ça vous permet tout en même temps, au démontage de vos roues, de surveiller aussi vos pneumatiques au cas où sur un caillou, sur un petit morceau de baliveau coupant, eh bien, vous ayez abîmé ce pneu. C'est votre sécurité hein, de surveiller s'il n'y a pas un point affaibli sur le pneumatique par lui-même. Bon, après le nettoyage, il est important de surveiller les points de graissage, essentiellement les transmissions, arbres de transmission, les croisillons de transmission. Ces graisseurs de transmission, on peut en avoir de différents aspects, hein, mais le principe est toujours le même, c'est de graisser comme il faut les coulisseaux dans les arbres et de venir graisser également toujours les croisillons de ces transmissions. Alors pendant que ce véhicule est sur le pont pour les graissages, on peut vérifier également l'état des durites d'air mis à air des organes pont. On peut vérifier aussi, puisque certains véhicules en sont encore équipés, les graisseurs qui peuvent se trouver au niveau de certaines rotules. Et puis en général, le coup d'œil sur tous les organes mécaniques qui peuvent avoir travaillé pendant l'évolution tout-terrain. Il est probable qu'après avoir effectué un certain nombre de randonnées en France ou en Europe, l'envie sera grande de vous lancer vers des espaces lointains. C'est cela aussi le monde du 4x4. Une complète préparation, sérieuse et fiable, est indispensable pour votre véhicule, afin qu'il puisse supporter les contraintes que représente une conduite plus rapide sur piste. Que cela ne vous fasse pas oublier que chaque portion difficile devra être abordée lentement pour le plus grand respect de votre matériel, de la nature environnante et de ses habitants.
Nous avons, au cours de ce film, essayé de vous éclairer au mieux sur le milieu du 4x4, ses diversités, ses plaisirs et ses règles. Si nous devions résumer en 3 mots les méthodes à employer, quelles que soient les situations rencontrées, cela serait sans doute patience, douceur et finesse. Essayez de les appliquer et elles vous permettront de vous faire plaisir longtemps avec votre 4x4 et sur tous les terrains.